Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Oser entreprendre. Cette semaine était une semaine assez particulière puisque il y avait plusieurs épisodes. Tous les jours de la semaine, on a rencontré une personnalité politique qui nous a donné sa vision et ses idées pour l'entrepreneuriat en Belgique et en Wallonie et voire aussi au niveau européen. Et pour clôturer cette semaine, j'ai l'honneur de rencontrer Loïc. Loïc qui est directeur de l'agence de l'Eurométropole et aussi maître de conférences à Sciences Po Lille et Sciences Po Paris. Exactement. Voilà, mais bonjour Loïc. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui tu vas clôturer cette semaine, parler principalement de l'Eurométropole. On va parler aussi d'entrepreneuriat bien évidemment, du management. Et aussi des subsides, puisque je suppose qu'il doit avoir pas mal de subsides qu'on pourrait, en tant qu'entrepreneur ou même en tant que patron d'entreprise, à essayer d'avoir. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter, ton parcours, et après on parlera du rôle de l'Eurométropole. Écoute, je suis l'heureux papa de deux enfants déjà. C'est déjà une première indication qui me semble importante puisque ma vie, en tout cas Un fameux métier. privée, voilà, familiale est importante. Tout à fait. Donc je suis très, très heureux papa, on va dire, de ce fait-là. J'ai 40 ans, donc ça c'est aussi une indication par rapport à mon arrivée dans l'Eurométropole, puisque j'avais une trentaine d'années, donc 32 ans, Ok. exactement quand je suis arrivé à la tête donc, de l'agence de l'Eurométropole Île-de-France. Et sinon, voilà, tournaisien, comme on dit à tourner de pure souche, donc né à tourner en centre-ville, mais avec une particularité, c'est que je suis né d'une rencontre entre un Belge et une Française, et donc j'ai la double nationalité, donc franco-belge. Ça ne s'invente pas, et donc c'est pour ça aussi que je suis très heureux de pouvoir m'occuper au quotidien de la coopération entre la France et la Belgique. Et comme tu le disais en introduction, effectivement, j'aime aussi enseigner. Donc, j'ai commencé à enseigner ici à Tournai, à la Haute École Henri Naud, donc droit européen. Puis après, j'ai eu l'opportunité de donner cours à l'Université de Lille, à Sciences Po. Et donc, tout doucement, voilà, chaque année, je grappille un petit peu, on va dire, des échelons dans l'enseignement supérieur, puisque c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est d'avoir un contact avec les étudiants et principalement autour des questions qui, moi, me passionnent énormément. C'est l'Union européenne de manière générale. Parce que l'Union européenne, on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais elle est extrêmement proche de notre quotidien. Et donc, c'est aussi cette dimension-là que j'aimerais bien poursuivre. Oui, c'est vrai que c'est super intéressant parce que surtout à l'heure actuelle, on se demande encore une fois à quoi sert vraiment l'Union européenne, surtout qu'il y a ici le 9 juin prochain les élections européennes. Pardon. Et donc voilà, tu as fait des études dans quelle matière? Alors, j'ai étudié à Bruxelles, donc à l'Université libre de Bruxelles. J'ai fait une spécialisation par la suite à Sciences Po Paris, donc en lobby européen. Donc ça, c'est vraiment connaître les arcanes du lobby européen pour mieux soit jouer avec ou mieux les contourner en fonction du côté du miroir dans lequel tu te situes. Et après, j'ai fait une spécialisation en globalisation et mondialisation à la LSI, donc c'est London School of Political and Science, aussi donc à Londres. Et là, c'est vraiment comprendre les grands enjeux de la mondialisation, de la globalisation, et voir aussi quels sont nos impacts au quotidien, singulièrement dans le marché économique, dans les tendances de la géopolitique, aussi dans les marchés financiers. Donc ça a été ça un peu mon parcours. Et voilà, parcours académique assez, on va dire, porté sur la chose publique, la géopolitique, mais aussi bien évidemment avec une emprise et un intérêt aussi pour la sphère privée, parce que bien évidemment, il y a les décideurs tels que tu as pu effectivement les présenter dans le cadre de tes podcasts, mais aussi tous les acteurs de la société civile, comme on aime les dire, qui est extrêmement large, mais qui jouent un rôle prépondérant dans nos sociétés, dans la construction de nos sociétés. Et donc c'est là aussi où j'ai voulu travailler plutôt la dimension du lobby, voilà, ça tu vois, et après la question notamment de la globalisation, la mondialisation aussi, avec aussi un impact et une emprise du marché financier sur, sur le futur et sur le monde. D'accord, ok. Et alors pour revenir à l'Union européenne, pour commencer directement le podcast, comment tu définirais le projet européen à une personne, ou on va dire plutôt à un jeune de 16 ans, puisque maintenant on peut voter à 16 ans, pourquoi il faut voter
pour des candidats à l'Union européenne et quel est vraiment l'impact de l'Union européenne pour nous en tant que Belges, Wallons, Tournaisiens De manière concrète, j'ai envie de dire, ça sert à rien de commencer à parler des institutions européennes pour parler du projet européen, parce que l'Union européenne, c'est pas uniquement la Commission européenne, le Parlement européen ou le Conseil européen. Ce sont des notions administratives, institutionnelles et juridiques. C'est important pour le marché. Mais ce qui est important, tout simplement, c'est que l'Union européenne, c'est du quotidien. Quand on se retrouve sur une frontière, un bassin de vie transfrontalier, que tu peux te permettre de passer rapidement de l'autre côté de la frontière, aller consommer de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en France, pouvoir lancer un business dans un marché que j'appelle domestique, c'est-à-dire du franco-belge, où il y a effectivement des échanges commerciaux importants et économiques. Ça, c'est pour moi, la libre circulation, c'est vraiment pour moi important dans le projet européen. L'autre aspect aussi, dans la dimension européenne, sans rentrer dans des considérations politiques, c'est finalement aussi de cultiver une certaine forme de concurrence qui permet une certaine compétition, qui permet à un certain moment aussi de s'élever et de pouvoir faire du business. Donc moi je pense que l'Union européenne, si je dois la prendre vraiment sur un angle plutôt économique, qui nous intéresse ici dans cet échange, c'est pour moi une opportunité pour des entrepreneurs de pouvoir aller tester un business de l'autre côté de la frontière. Ouais. Si tu prends par exemple cette Eurométropole dont on y reviendra, je suppose, tout à fait. Cette frontière franco-belge, donc le triangle d'or, l'île qu'on serait tournée, tu prends le centre de l'Eurométropole, tu tires une circonférence de plus ou moins 300 km, tu as un bassin de consommateurs de 80 millions de personnes. Pourquoi ? Parce que tu te situes à quelques encablures des plus grandes capitales européennes du nord-ouest de l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être européen dans cette région du nord-ouest ? C'est tout simplement une opportunité dingue de pouvoir aller faire du business de l'autre côté de la frontière, de se rendre compte qu'on passe d'un marché de plus ou moins 10 millions de consommateurs en Belgique et plus ou moins 70 millions en comptant vraiment la grande France, entre guillemets. Et donc le marché français est une opportunité absolument incroyable. Et donc ça, pour moi, ça c'est en tout cas un effet positif et concret de l'Union européenne. Alors, bien évidemment, certains qui nous écoutent diront qu'il y a le droit à la concurrence, qu'il y a les directives sur les travailleurs détachés, etc. Oui, le projet européen est parfaitement parfait parce qu'il est fait par des hommes et des femmes qui sont parfaitement imparfaits aussi. Donc il faut être aussi de bon compte, mais c'est un marché unique, un marché de solidarité, un marché effectivement de coopération. Et donc si j'ai un message à passer aux jeunes de 16 ans, c'est intéressez-vous aux enjeux européens parce que plus tard, un jour ou l'autre, vous serez amené à pouvoir jouer un rôle dans cette Europe. Et soit effectivement l'Europe, on l'investit, et donc de contrario, on ne la subit pas. Et pour l'investir, ça permet tout simplement de créer du business. Et l'Eurométropole maintenant, alors tu es directeur de l'Eurométropole. Quel est le rôle de l'Eurométropole ? Est-ce qu'il n'y a une seule agence d'Eurométropole et ta fonction un peu... Alors écoute, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'expliquer l'Eurométropole parce qu'on a ce sentiment de savoir ce que c'est l'Eurométropole, parce que ça veut tout dire dans son terme, l'Eurométropole, l'île qu'on s'est tournée, mais en fait je te fais une confidence, il n'y a pas que l'île qu'on s'est tournée. C'est-à-dire que l'Eurométropole, c'est un super grand territoire de plus de 5000, de plus de 3000 km². Donc si tu veux, c'est plus large que le pays du Luxembourg. Et en fait, c'est une zone de coopération. C'est-à-dire qu'il y a de ça 15 ans, certains politiques de la région, bien connus, Pierre Mauroy notamment à Lille, qui était maire de Lille, mais également aussi ministre dans le gouvernement de François Mitterrand, s'est dit qu'il fallait absolument travailler ce qu'on appelle la métropolisation de l'île. Donc c'est un terme un peu technique, mais qu'est-ce que ça veut dire la métropolisation ? C'est simplement attirer le TGV dans l'île, à construire l'Eurostar, se connecter à l'Angleterre et créer aussi des filiales et des verticalités en matière de développement de la région de Lille. C'est quoi ? C'est Euralille, Eurasanté, Euratechnologie, sur le monde digital, on y reviendra aussi. Et donc tout ça, ce sont des effets qui ont été ceux d'il y a de ça 15 ans par justement notamment Pierre Mauroy. Et l'Eurométropole, en fait, elle est née de cette volonté de coopérer avec la Belgique. Parce que Lille, étant donné que Lille était véritablement enclavée dans le nord de la France comparativement à Paris ou à Marseille qui retirait davantage de fruits sur son développement économique, cet homme-là s'est dit il faut absolument qu'on aille de l'autre côté de la frontière et qu'on coopère avec une zone de coopération bien plus large et que l'on passe d'1 million d'habitants dans la région de Lille et qu'on passe à 2 millions d'habitants avec les Flamands et avec les Wallons. D'accord. Et c'est vrai que quand tu te situes et quand tu vas un peu te balader à Bruxelles et à Namur,
on te dit oui, tu viens de Tournai, mais en fait, Tournai, c'est un peu le Far West de la Wallonie, parce qu'on a cette image d'Épinal que la Wallonie s'arrête à Mons, hein, n'en déplaise à certains, mais en tout cas, j'affirme qu'effectivement, par moment, on a l'impression que cette Wallonie s'arrête à Mons, non pas par des considérations politiques, mais tout simplement parce que Tournai bénéficie d'un statut de ce qu'on appelle un pôle urbain transfrontalier, et donc on ne sait pas très bien si Tournai est français et flamand, wallon, et c'est la même chose aussi pour Moucron, d'une certaine manière, dans la reconnaissance aussi de ces deux pôles majeurs dans la région. Donc c'est finalement donc une première pierre à l'édifice de l'Eurométropole, et derrière c'est quoi l'Eurométropole, au-delà de l'institution? C'est tout simplement une réalité. Tu passes la frontière très facilement. Enfin, ici, on est à 20 minutes de Lille. On est à 25 minutes de Courtrai. Donc, c'est pas une autre frontière, c'est pas une frontière nationale, c'est une frontière linguistique, pour le coup, administrative. Et c'est là la richesse, en fait. Et la richesse, elle tient de ce fait que en Europe, dans les frontières internes de l'Union européenne, il existe près de 90 structures comme l'Eurométropole qui, au quotidien, facilitent ces échanges entre deux pays, des trois régions, et qui justement permettent d'avoir une meilleure fluidité des échanges au niveau de cette coopération transfrontalière. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que demain, tu vas étudier en France, tu reviens avec une équivalence de diplôme que tu peux faire reconnaître en Belgique. Demain, tu es un demandeur d'emploi qui pour l'instant est assez compliqué si jamais tu veux suivre un stage du côté français, mais là on travaille au quotidien à harmoniser ce qui n'a pas été harmonisé par le droit européen et ce qui a été en quelque sorte aussi retranscrit dans le droit régional et national. Donc ça c'est un peu du travail de l'Eurométropole, mais avec les limites qu'a l'institution, puisque c'est une institution, si j'arrive à le dire. Mais je vais arrêter de dire institution, au moins ça m'évitera de buter sur le terme. Mais cette OPNI, donc cet organisme public non identifié, en tout cas, n'a pas forcément de compétences propres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet juridique. Donc c'est vraiment un outil qui vise à faire de la gouvernance, à faciliter et à coordonner effectivement des politiques qui n'ont pas forcément toujours un regard extrêmement avisé sur le franco-belge. Et on ne pourrait pas penser que c'est encore une couche institutionnelle avec l'Union européenne, le côté de la France, la Flandre, la Wallonie. Tu vois, chacun a son opinion là-dessus. Je peux comprendre cette critique qu'on me dit, parce qu'on est dans un moment de rationalisation et qu'on aime bien que ce soit blanc, soit noir. Donc on a une vision très dichotomique un peu du monde, et donc la nuance, on n'a pas beaucoup. Nous, on travaille justement cette nuance. Mais comme il n'existe pas de droit transfrontalier dans le droit européen, je considère que cette énième couche de lasagne ou de millefeuille, en fonction que tu sois plutôt salé ou sucré, fait que ça participe justement à cet échange entre la France et la Belgique. Si on fait la preuve par l'inverse, et je me fais l'avocat du diable, on supprime toutes les instances de concertation et de dialogue entre la France et la Belgique, dont l'Eurométropole, et il y en existe d'autres, la Commission internationale autour de l'ESCO notamment, qui gère la gestion de l'ESCO aussi bien économiquement que d'un point de vue environnemental. Tu supprimes toutes les instances multilatérales qui permettent la rencontre et le fait aussi de non pas être adossé le long d'une frontière, mais simplement de regarder et de partager des visions. Si tu prends la question de l'eau, cette eau qui ne demande pas d'attestation pour passer la frontière, ou la pollution, ce sont des biens communs que l'on doit traiter ensemble. Tu sais qu'ici, on est à Tournai, tu ouvres le robinet d'eau, c'est une eau qui est à la fois captée sur une nappe phréatique à cheval sur la France et la Belgique. C'est-à-dire que c'est un bien commun que nous partageons. Et donc, quand je t'ai fait cette démonstration de facilité de franchissement de frontières dans un contexte européen, mais aussi qu'on participe et qu'on partage des ressources communes qui sont extrêmement importantes, comme l'air, le sol ou l'eau, tu te rends compte que l'Eurométropole n'est pas une énième couche à la lasagne institutionnelle belge, mais qu'elle est véritablement là pour faciliter et d'être là où il y a un trou dans la raquette. Et le trou dans la raquette, c'est qu'il n'existe pas de droit transfrontalier. Et comment est organisée justement l'Eurométropole? Parce que toi tu es franco-belge, directeur, je suppose qu'il y a d'autres personnes qui travaillent aussi. Est-ce qu'il faut être belge, français, flamand? Enfin voilà, comment on travaille déjà à l'Eurométropole? Quelles sont les différentes, on va dire, les différents jobs qu'on peut retrouver? Et pour être directeur, est-ce qu'il faut avoir une nationalité bien précise? Est-ce que c'est un roulement? Comment Alors ça c'est une question qui est effectivement assez complexe. La chose en tout cas que je peux évoquer avec toi, c'est que la particularité de l'Eurométropole, c'est que c'est un organisme qui a bien évidemment un siège social, et ce siège social se situe en France.
Donc c'est un organisme qui dépend du droit français également, aussi bien sur sa comptabilité que sur son administratif. Okay. Par contre, mon équipe, que j'ai en tout cas la chance de pouvoir manager, elle se situe à Courtrai. Okay. Donc j'ai une équipe de plus ou moins une dizaine, si tu comptes les externes et le personnel effectif de l'agence. On est 10 à graviter autour de ce qu'on appelle l'agence de l'Eurométropole, qui est le bras armé des politiques et des institutions de l'Eurométropole. Et donc là, on est à Courtrai. Mais le siège de la société civile est basé à Tournai, notamment dans l'Office du tourisme, qui nous est gracieusement mis à disposition par la ville de Tournai. Donc tu vois, ce fameux grand deal politique s'est créé et a été mis en place à la création de l'Eurométropole. Tu poses la question de savoir un peu quelles étaient les fonctions dans cette équipe, petite équipe. Hein. Je rappelle quand même que c'est une petite équipe de 10 personnes pour plus de 2 millions d'habitants. Ouais. Donc quand on fait le ratio, ça ne fait pas beaucoup. Mais cela dit, je se serais trompé aussi un peu et être un peu, tronqué sur l'information que je donne, parce que c'est quand même une institution qui se repose sur 14 partenaires et 4 niveaux institutionnels, donc le niveau étatique, le niveau régional, départemental, le niveau aussi provincial et le niveau des intercommunalités. Donc j'ai un réseau. Voilà, donc il y a aussi ça. Et donc au sein de l'Eurométropole, on a une structure qui est assez classique. C'est que j'ai une équipe à la fois composée à moitié de Belges et de Français. Okay. Et dans les Belges, tu as la moitié néerlandophone, la moitié francophone. Moi, je suis asexué, évidemment. C'est comme le Premier ministre en Belgique. Voilà. Tu vois, il est asexué politiquement et régionalement. Et donc moi, j'ai l'obligation de pouvoir pratiquer le néerlandais, le français, de pouvoir m'immerger aussi dans la culture flamande que française et que wallon-picard. Et donc dans ce cadre-là, ça c'est la stature du directeur de l'Eurométropole qui est vraiment en coupole. Ensuite après on a une chargée de finances, qui est là vraiment sur l'aspect finance traditionnel, classique, marché public pour tout ce qui concerne le marché français, avec aussi bien évidemment des marchés publics belges, bien évidemment dans la structure franco-belge. J'ai une secrétaire, qui est une secrétaire de direction classique, aide, support aux agents de l'équipe. Après, j'ai 3 verticalités principalement dans mon équipe, 3 coordinatrices. Ouais. Coordinatrice sur le parc bleu de l'Eurométropole, tout ce qui touche à l'eau, à la culture, mais également aussi à tout ce qui touche à l'environnement de manière générale, la bio-inspiration, la biodiversité aussi. J'ai une collaboratrice qui s'occupe de tout ce qui concerne la mobilité et le transport public, un vaste sujet pour lequel on rame, n'est-ce pas, singulièrement aussi sur la fluidification du franchissement de frontières, qui s'occupe aussi des rencontres de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire rencontrer les maires et les bourgmestres de part et d'autre de la frontière. D'accord. Petite anecdote, les maires et les bourgmestres qui sont de part et d'autre de la frontière, à 700 mètres l'un de l'autre, ne se connaissent pas. Donc il faut qu'il y ait une instance comme l'Eurométropole qui force un peu la main et qui les fasse se rencontrer. Après, j'ai une autre collaboratrice qui travaille plutôt sur la participation citoyenne, l'enseignement supérieur, les Erasmus, les transfrontaliers, et cette coopération aussi, et ce lien avec la dimension européenne, puisque nous aussi, comme on est un groupement européen de coopération territoriale, GECT, je te promets, je te répéterai qu'une seule fois dans l'interview, parce que sinon on va perdre tout le monde, cette instance-là dépend aussi, finalement aussi, un peu de l'Union européenne, même si on ne reçoit pas de financement direct de l'Union européenne. Donc une équipe extrêmement diversifiée. Un chargé de communication aussi, bien évidemment la communication est importante, sur différents réseaux, communication aussi vers le secteur privé et public. Et pour finir, j'ai aussi une fonction support plutôt transversale sur l'aide dans la mise en place de projets. Donc c'est une équipe projet en fait qui est mise en place. On n'a pas de compétences propres. On est vraiment tous issus d'études différentes. Moi, j'ai fait Sciences Po, d'autres ont fait, des spécialisations en finance, en droit, juriste, tu vois. Voilà, on est vraiment là-dedans, donc c'est très large. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a une rotation politique au niveau de la présidence. Donc la présidence, parce que tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une rotation au niveau... donc mon prédécesseur, pendant 7 ans, était flamand. Moi, voilà, je suis wallon. Peut-être que mon successeur, ou c'est la personne ou la dame qui me succédera, sera française, on n'en sait rien. Mais ce qui est vraiment une condition sine qua non pour être manager de cette équipe, c'est la connaissance du néerlandais et cette capacité de pouvoir jongler dans les différentes cultures et de pouvoir aussi faire le lien entre le niveau européen et le niveau de proximité. Donc ça, c'est pour nous vraiment quelque chose qui est au cœur du profil de poste. Mais là, tu parles de présidence et directeur, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tout à fait. Donc, c'est bien de... Ouais, tout à fait. Donc, donc moi, je dépends d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, de manière générale, pour lequel tu as un président
de cette Assemblée générale qui est souveraine, sans rentrer trop dans les détails. Actuellement, on est dans une présidence de 2 ans française. Ok. Donc j'aurai un changement de présidence dans quelques mois, au mois d'octobre, et qui sera une présidence belge, qui sera à la fois assurée sur les 2 ans par une présidence d'une année wallonne et une année flamande. Donc ça, c'est le côté politique de mon institution, parce qu'on dépend d'institutions publiques. Et après, il y a le bras administratif, tel que moi je le représente avec mon équipe, qui là est aussi actif et autant actif vers le secteur public que le secteur privé en fonction des demandes qui nous proviennent. Parce qu'on peut être considéré comme un peu un bureau de consultance public qui facilite les échanges entre la France et la Belgique. Tu dois peut-être voir que ça n'existe pas forcément, c'est pas très, comment dire, facile de trouver des personnes qui sont à la fois calées sur la question juridique française et juridique belge et qui ont cette capacité de pouvoir faire les aiguilleurs du ciel, comme j'aime le dire. Ça veut dire quoi? Tout simplement te dire oui, ok, j'ai besoin d'un contact en France, je ne sais pas qui contacter pour un projet, je sais pas, en éducation, bah oui, c'est le rectorat de Lille, là je pourrais te donner les contacts, aussi dans le secteur public que privé, puisqu'on a aussi cette capacité d'être proche aussi des chambres de commerce et d'industrie. Pour terminer dans l'organisation, donc toi tu expliques que ça fait ça va faire 8 ans. 8 ans. Ton prédécesseur c'était 7 ans? 7 ans, oui, tout à fait. Est-ce que c'est... Toi, c'est indéterminé ou c'est... Non, moi, il n'y a pas de mandat, donc j'ai pas de mandat. Donc, comme je disais, moi, j'ai pas de mandat politique, je ne dépends pas non plus d'un mandat de rotation au niveau donc, de mes politiques. C'est un mandat qui se fait comme un contrat CDI classique. Moi, j'ai un contrat de droit belge dans une instance qui est française. Donc, c'est ça un peu le côté un peu ovni de la structure. Mais c'est comme ça. Et donc des structures comme la mienne, elle est principalement basée sur ce qu'on appelle l'intelligence territoriale. Donc cette intelligente connexion entre les différentes régions. Par exemple, on a utilisé la même structure comme groupement européen pour un hôpital qui se situe sur la frontière franco-espagnole, ce qu'on appelle l'hôpital de Cerdagne, qui se situe donc entre Perpignan et Barcelone. Et donc une structure, GECT, Groupement européen de coopération territoriale, qui est aussi active sur les soins de santé. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces finesses dans l'objet social, et voilà, qui est aussi complexe sur la frontière franco-espagnole, parce que là, tu as la Catalogne, tu as la problématique avec la capitale, le gouvernement en place, et donc tu vois que c'est pas toujours très évident de travailler sous les frontières. Parlons, donc on a parlé de la structure, et comme c'est une petite dernière question avant de rentrer un peu plus dans des questions plus pratiques. Niveau finance, vous êtes subsidié? Comment vous êtes financé? Oui, on finance comme une mini-Europe. En fait, on a des contributeurs nets. Donc on a 14 contributeurs nets, donc les niveaux étatiques, les niveaux régionaux, provinciaux, gouvernementaux, etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais on fonctionne donc par une contribution qui nous permet d'avoir un roulement de fonctionnement par année. Donc chaque année, on doit redéfendre le budget. C'est un budget d'1,2 million qui est principalement mis à disposition d'une structure humaine, donc c'est la structure de l'agence de l'Eurométropole. Et après, tout le budget est versé dans la mise en place d'actions. De projets. Et alors, tout ce que je peux aller chercher en plus, c'est au travers de financement européen, puisque ma spécialité, c'est bien évidemment, on y reviendra, je suppose, la recherche de partenariats publics et privés, puisque, moi, mon école, c'est la politique de cohésion et les financements européens. Ok. Tu expliquais justement les synergies entre les différents territoires en Flandre, en Wallonie et à Lille. Ici, en parlant de l'entrepreneuriat, il y a différents business clubs, il y a différents aussi chambres de commerce. Il y a la chambre de commerce de Wallonie-Picard. Je le sais puisqu'avec Connexion, on est à la CCI et on a fait une activité qui était conjointe avec la CCI franco-belge, luxembourgeoise, pour aller jusqu'à Dunkerque, voir le port de Dunkerque. Est-ce que vous, en tant qu'Eurométropole, vous avez des échanges avec les chambres de commerce ou des business clubs? Je sais qu'il y a Clovis 12 aussi à Tournai. Oui, tout à fait. Donc il y a des initiatives dans les services clubs et dans les chambres de commerce, tout ce qui gravite un peu autour du monde économique et de l'entrepreneuriat.
Nous, on se situe de manière très proche avec les chambres de commerce parce qu'en fait, les chambres de commerce, il faut savoir qu'elles sont déjà structurées au travers de ce qu'on appelle un groupement économique. Et donc, c'est ce qu'on appelle Euro 3, Eurodri en néerlandais, pour lequel tu as les 3 chambres de commerce du territoire qui régulièrement se réunissent. Tu as effectivement, tu as mentionné la chambre de commerce franco-belge luxembourgeoise maintenant, qui a un rôle actif, notamment en ayant son siège social à Lille. Et on a des contacts de manière ponctuelle avec les Sam's Club qui souhaitent aussi nous associer aux démarches. Par exemple, récemment, j'étais faire une intervention notamment auprès des jeunes chambres économiques, donc des JCI aussi, puisqu'il y a aussi un mouvement franco-belge. Donc nous, on est là aussi pour essayer d'approcher le monde de l'entrepreneuriat parce qu'en fait, on se rend compte que certains entrepreneurs ont une méconnaissance du terreau fertile que peut représenter un bassin de vie transfrontalier de manière générale et que cette frontière est encore extrêmement présente dans la tête des entrepreneurs. Et donc c'est vrai que par moments, ça fait du bien de pouvoir se dire qu'on est dans un territoire pour lequel on peut aller faire du business du côté français et qu'on peut aussi bien aller lever des fonds du côté français que lever des fonds du côté belge, même si on est un Tournaisien incubé par exemple à Aura Technologies. En l'occurrence, je pense à Simon Van Coppenol, pour le citer, qui a monté une plateforme de B2B en déstockage d'invendus. Et donc ça s'appelle StockClear, je fais un peu sa promo, mais parce que tout simplement Simon est un Tournaisien qui nous a contacté il y a de ça quelques années pour intégrer un écosystème, et après, comme un grand, il s'est fait son trou dans l'écosystème français, mais il bénéficie effectivement de cette capacité de pouvoir avoir un marché qui est mondial, mais en tout cas d'avoir une assise qui est franco-belge dès le départ de construction de son business. C'est intéressant, comme ça peut permettre aussi de faire la transition justement avec le rôle de l'Eurométropole pour des jeunes entrepreneurs de l'Eurométropole. Quel est un peu ce rôle-là? Donc, tu parles de Simon qui est venu te demander un petit peu des conseils. Je vais pas te manquer, je vais pas te manquer, mais je vais pas te mentir plutôt. Il y a effectivement un manque d'approche vis-à-vis de l'entrepreneuriat de la part de l'institution d'Eurométropole. Donc moi, j'ai pas. C'est voulu ou c'est... Non, je pense que c'est lié à la jeunesse de la structure et du fait que ce soit principalement financé par des contributeurs publics. Maintenant, on a des contributeurs publics qui sont aussi, extrêmement intéressés par la sphère privée, entrepreneuriale de manière générale. Ce qu'il y a, c'est que dans une journée, il y a 24 heures, dans une semaine, il y a 7 jours, comme ça je te l'apprends, si tu ne sais pas. mais donc tu vois que on a effectivement des verticalités sur lesquelles on travaille, verticalité liée à la mobilité, comme je te parlais, de la culture, de l'environnement, etc. Et c'est vrai que moi, j'essaye de cultiver ce lien avec les chambres de commerce, d'être le plus proche des chambres aussi de commerce et d'industrie, parce que je sais que pour l'entrepreneuriat, c'est un véritable atout de pouvoir passer la frontière. Alors donc je vais te répondre par le fait que c'est insuffisant à mon regard et qu'il faudrait quasi développer une équipe complémentaire pour uniquement développer le monde privé. Ce qu'il y a par contre, c'est qu'on a mis en place toute une série peut-être d'événements et que nous, on souhaite aussi que l'Eurométropole soit ouvert à la société civile de manière générale. Alors je sais que c'est un peu, peut-être un gros mot de dire que les entrepreneurs sont uniquement représentés par la société civile, parce que c'est tellement fourre-tout comme terme, donc je ne vais peut-être pas garder ce terme-là, mais en tout cas, nous, on a à cœur de développer tout ce qui est des acteurs en dehors du champ public. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des contacts avec, je ne sais pas moi, un hôpital. J'ai des contacts avec des universités qui soient publiques ou privées. Donc, tu vois, ou des entrepreneurs. Donc de manière générale, on a en tout cas, nous, dans les prochaines années, ce qu'on va développer, c'est davantage de contacts avec la sphère privée de cette manière-là. Alors comment on va la développer? Tout simplement en arrivant en donnant des informations clés sur cette capacité de pouvoir aller s'établir de l'autre côté de la frontière. Je prends toujours l'exemple, mais par exemple ici on a développé un B.A.B.A. Des travailleurs transfrontaliers. Donc tu es belge, tu vas bosser en France, quels sont tes droits et tes obligations en matière fiscale, en matière d'éducation, de continuité scolaire, comme je dis toujours. Un entrepreneur belge qui va s'établir en France, il va s'établir avec sa famille, d'une certaine manière. Il va donner de l'opportunité à ses enfants de pouvoir peut-être aller suivre des études en France. Et donc là, nous, on a en tout cas pour valeur morale et pour obligation de pouvoir communiquer la bonne information et de pouvoir donner la bonne porte d'entrée pour pouvoir aussi jouir de ce statut
franco-belge, comme moi je peux jouir d'une certaine manière avec une double nationalité. Donc ça, si tu veux, c'est pour moi le rôle primordial de l'Eurométropole. Le deuxième rôle, c'est un rôle plus fin, peut-être plus du côté un peu, comment dire, pas forcément immergé de l'iceberg, c'est de pouvoir conseiller aussi les intercommunalités sur la capacité de pouvoir allier développement économique et aussi développement économique franco-belge. Donc si tu veux, avec l'Eurométropole, ce qu'on fait, c'est qu'on a réalisé pendant longtemps, c'est qu'on a mis en place des séminaires entre les intercommunalités belges et françaises pour justement mieux croiser les opportunités en matière de foncier sur le territoire. Comme tu sais, ici, par exemple, on est en Wallonie-Picard avec une grande terre logistique, principalement au niveau des zones d'activité économique, l'agroalimentaire aussi très fortement présente. Aussi du côté flamand, du côté de Roulers, tout ce qui est le surgelé. Je ne vais pas tout citer les sociétés qui font partie de notre territoire, qui sont nombreuses, aussi bien du côté français que Decathlon, des grands players, etc. Donc les Techno ici, bien évidemment, en Wallonie-Picard, qui vient d'être encore primé dans sa capacité aussi dans le développement économique. Donc bravo à eux aussi. Donc on a un monde entrepreneurial qui est extrêmement riche. Et pour moi, il faut en prendre soin. Mais à l'inverse, je ne veux pas non plus me prétendre être la seule personne qui peut faire du franco-belge, parce que je pense que des grosses sociétés qui sont présentes ici en Wallonie-Picard n'attendent pas que Luc de Luven vienne leur dire ce qu'il faut faire. Parce que le terrain de jeu il est mondial, de manière générale. Par contre, voilà, être présent pour eux, décrocher un petit contact, améliorer justement cette fluidité. Je pense notamment à ce qui va arriver récemment, très prochainement, c'est tout ce qui concerne la responsabilité sociétale et environnementale, par le biais du Green Deal, de la régulation européenne. Si à un certain moment, par le biais de cette meilleure connaissance de la régulation européenne, on peut aider les entreprises à mieux s'intégrer dans leur écosystème territorial et pouvoir bénéficier de financement public, parce que là c'est peut-être un petit message que je fais passer, mais quand on dit il y a énormément de financement public, ça ne bénéficie finalement qu'aux organismes publics. Derrière chaque entité publique, quand vous prenez des financements FEDER, donc Fonds européens de développement régionaux, ici principalement présents ici notamment en Wallonie-Picard, derrière il y a des entrepreneurs qui construisent des bâtiments. Tu prends ton expo qui vient d'être inauguré très récemment, ou encore la rue Royale. Ce sont des entrepreneurs et des entreprises privées qui, certes, répondent à des marchés publics, à des commandes publiques, mais ce sont, in fine, de l'argent qui reviennent aussi dans la poche des entrepreneurs et qui font vivre justement cet entrepreneuriat. Et donc, pour moi, il y en a pour tout le monde. Ce qui est généralement le slogan de l'Union européenne qui dit 1 + 1 est égal 3. 1 euro public plus 1 européen génère 1 euro privé, et donc de retour sur investissement. Et ça, c'est un message que je veux faire passer, parce que c'est au travers notamment des financements publics que peuvent se révéler aussi l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il faut éviter d'avoir cette vision un peu aussi tronquée et un peu binaire de dire oui, les financements publics c'est que pour les instances publiques et les financements privés, nous on sait se démerder, on va chercher les financements privés. Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et de manière un peu provocatrice, voilà, le privé se constitue aussi par le public et inversement. Donc c'est aussi un peu voilà, tout ce que moi j'ai pu expérimenter en étant notamment, en travaillant notamment pour la ministre-présidence dans les financements européens, parce que quand on va négocier un nouveau plan ou une modification de maquette financière, je ne vais pas rentrer dans les détails avec la Commission européenne, c'est pas juste la joyeuse bande du public qui se met autour de la table et qui se dit on va jouer avec vos deniers et avec vos impôts. Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Derrière, il y a des indicateurs de résultats à atteindre qui sont imposés par des réglementations européennes, qu'on soit d'accord ou pas, mais c'est les règles du jeu. Quand on règle le jeu, on participe aux règles aussi au système et on respecte les règles du jeu qui sont mises. Mais derrière, il y a bien évidemment des soucis de création d'entreprise, de retombées économiques qui sont absolument importantes et qui sont méconnues et qui, pour moi, doivent être aussi du rôle du public de mieux informer l'entrepreneuriat privé, en l'occurrence, de pouvoir bénéficier de ces projets de financement. Et donc ça, c'est pour moi un élément. Et le deuxième élément, c'est que quand on est de l'autre côté du miroir, après quand on participe à la mise en place des projets, ce que j'ai fait pour la ville de Tournai il y a de ça quelques années, notamment dans le cadre du projet Smart Tournai, donc c'est les fameux projets qui émergent et ça fait assez doucement, tout doucement, ça fait plaisir de le voir, le travail, même si rien n'est parfaitement parfait comme on vient de dire, mais on peut toujours trouver une critique. Mais moi, je considère que ce sont des investissements qui en tout cas répondent à un besoin, et donc c'est l'effet levier attendu par l'Union européenne.
Et derrière, bien évidemment, ça recrée aussi une relance économique, ça redessine aussi un peu le territoire, et ça permet tout simplement à ce que l'entrepreneuriat puisse mieux s'exprimer dans un territoire. Et donc, là où je veux revenir, pour pas être trop long sur cette explication, mais je pense que la construction de nos sociétés passe par le dialogue intelligent entre public et privé, entre le territoire et l'entrepreneuriat. Très intéressant en tout cas. Toi qui as une vision en tant que directeur de l'Eurométropole, France, Belgique et aussi Belgique, flamande et Belgique wallonne, comment toi tu vois l'entrepreneuriat dans ces 3 régions économiques? Est-ce qu'il y a des différences? Je vais peut-être commencer par deux petits éléments pour que les auditeurs et les auditrices comprennent. C'est que typiquement, le taux de chômage dans nos 3 régions est vraiment complètement éclaté. Quand je te dis ça éclaté, c'est-à-dire qu'on a un taux de chômage structurel en Flandre, c'est-à-dire qu'on a 2 à 3 points de taux de chômage, 2%. Ça veut dire que c'est très très bas, ça veut dire qu'il y a une demande de main-d'œuvre extrêmement importante pour l'économie flamande. Et du côté wallon, francophone, on va dire du territoire de l'Eurométropole, on se situe dans une fourchette qui est très large, entre 8 et 9% de taux de chômage. Peut-être que ça a évolué, donc je n'ai pas les derniers chiffres, mais on est dans ces chiffres-là plus ou moins. Ce qui ne veut pas dire que l'un est plus riche et plus pauvre, on n'est pas dans ce discours-là qui est basique, mais par contre, on est là dans une dépendance peut-être du marché qui est assez intéressante, puisque du côté flamand, on a besoin de main-d'œuvre, et que du côté flamand, ils sont en demande aussi de venir travailler dans les entreprises flamandes, et ce qui peut donner aussi une capacité à des entrepreneurs francophones d'aller chercher du business dans les entreprises flamandes. Alors certains me diront, et je tacle directement ça en disant « oui, ça y est, c'est de la fuite de cerveau vers la Flandre, etc. » On n'est pas dans ce contexte-là. De toute façon, la fuite de cerveau, elle est mondiale, et que si vous voulez aller en Asie, aux États-Unis, maintenant c'est assez simple, je ne vais pas dire simple de rentrer dans un business, mais en tout cas des opportunités maintenant à l'heure du Web 3 et du numérique de pouvoir se développer. Donc ça, je ferme la parenthèse. Mais l'autre aspect par rapport à ce territoire, c'est que la réalité des chiffres nous montre que la balance commerciale, par exemple, pour la région de France, est excédentaire au niveau de son développement économique. Qu'est-ce que ça veut dire une balance commerciale? C'est la différence et c'est l'équilibre entre les importations et les exportations. Ce qui veut dire que les entrepreneurs français, leur premier pays d'exportation, c'est la Belgique. Ça veut dire qu'il y a une économie domestique, comme je disais tout à l'heure, qui est parfaitement liée justement à cette capacité, à cette proximité. Ça veut dire que si à un certain moment on refermait les frontières telles qu'on a vécu il y a de ça pendant la période Covid, et qu'on remettait par exemple des axes plus fortes, je pense notamment au Patriot Act, qui est la politique agressive des États-Unis de pouvoir taxer les produits entrants européens hormis les accords commerciaux européens. Trump, je pense. Trump, bien évidemment, dans sa grande sagesse. C'est quelque chose qui fait que, grosso modo, là, on a un marché européen pour lequel on peut tout simplement aller faire du business de l'autre côté de la frontière, et on voit que ça profite bien aux entreprises françaises comme ça profite bien aux entreprises belges, parce qu'ils ont besoin des matériaux pour développer leurs produits aussi sur le marché belge, avec notamment cette proximité avec la France. Donc, tu vois, on est dans une économie qui est vraiment, de proximité. Et comme on est de plus en plus en train de demander à ce qu'il y ait des circuits courts dans la supply chain, etc., ou dans la logistique, même si on sait très bien que c'est très compliqué, mais en tout cas, à tout le moins, Made in Europe, de manière générale, qui est en tout cas demandé par le régulateur européen, c'est pas moi, mais c'est le régulateur européen qui demande de travailler de cette manière-là. On a des réseaux d'entrepreneurs qui sont de plus en plus noués. Et donc cette économie, si tu veux, elle passe par le biais de l'Eurométropole et par cette possibilité de toucher un bassin de 80 millions de consommateurs. Je ne sais pas si on s'imagine, mais 80 millions de consommateurs, c'est quasi la première place au monde pour lequel tu as un aussi large bassin. C'est-à-dire que tu as une connexion autoroutière par la voie aérienne, par l'eau et par le sol qui est absolument bien maillée. Et donc tu peux toucher Londres, tu peux toucher Paris, Berlin, d'une certaine manière par le biais de Cologne ou même Amsterdam. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est une richesse d'ici. Va dans d'autres régions européennes, que tu sois dans l'Est ou dans le Sud, oui, ta connexion, elle est avec la mer.
mais aller sur le bassin méditerranéen, peut-être quand tu te situes en Italie ou en Espagne, mais tu n'as pas cette connexion, cette conurbation urbaine qui te permet de faire du business assez facilement. Donc ça, c'est la richesse. L'autre richesse, peut-être la différence au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat a une culture différente qu'on se situe en Wallonie, en Flandre ou en France. On dit généralement que les West Vlaanderen, c'est le Texas comment dire, de la Belgique ou de la Flandre, tout simplement, parce qu'il y a énormément de familles, d'entreprises familiales qui ont fait du business. C'est une des régions les plus riches aussi. Et c'est des régions la plus riches. C'est-à-dire quand tu penses à Kortrijk, riche, hein, donc ça veut dire bien ce que ça veut dire. Et donc on est dans cette capacité aussi de pouvoir, je pense notamment à une société comme Barco, société cotée notamment sur tout ce qui est écran, multi-écran dans les cinémas, tu vois. Donc ça c'est absolument génial, multi-surround, etc. Barco, son siège social, son siège mère, sa maison mère est à Courtrai. Et donc là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On a en France aussi une industrie qui s'est reconvertie suite à la première révolution industrielle. Je ne vais pas faire le vieux con et prof d'histoire, mais on a une région qui s'est aussi développée dans le cadre du textile. Le lin à l'époque, mais qui à un moment a demandé une reconversion très rapide de son industrie, pour lequel on était un peu plus en retard comparé au mode anglo-saxon. Mais malgré tout, on sait que l'e-commerce en France est une place de choix. Alors, Redoute, je pense notamment à la Redoute. Alors, oui, il y a eu des emplois qui ont été supprimés au bénéfice de la digitalisation, mais il y a un tournant dans le digital qui a été pris. C'est pour ça qu'on a Euratechnologie avec la verticalité e-commerce Blanche-Maille dans les anciens locaux de la Redoute, et proche aussi de tout ce qui est showroom privé. Donc là, on a deux places to be sur la question de l'e-commerce. Et on a la Wadi Picard qui a une capacité aussi d'entrepreneuriat extrêmement puissante. On le pense, je pense notamment, on l'a évoqué tout à l'heure sur la question de la logistique, mais la question aussi du serviciel de manière générale, aussi très très fortement sur la question numérique, la question digitale, et bien évidemment la question de la recherche et de tout ce qui touche aussi la question pharmaceutique. Donc on a ici une convergence, une complémentarité du territoire qui fait qu'à un certain moment, ça sert à rien d'aller chercher une compétence à l'autre bout de la planète. Je pense qu'on a tout le vivier nécessaire pour faire évoluer cette région de manière exponentielle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et en tout cas, c'est moi mon positionnement sur cette agrafe territoriale qui est l'Eurométropole. Et bien évidemment, toujours dans une perspective européenne, je pense que le business se fait au travers aussi de la capacité de pouvoir très rapidement prendre une verticalité qui est régulée par l'Union européenne. Je pense à la question du Green Deal, on en a parlé, du Connecting Europe aussi sur la question de la mobilité. Derrière, on a bien évidemment des entreprises qui sont ici basées dans l'Eurométropole, qui sont extrêmement bien introduites dans les instances européennes pour justement faire travailler et connecter des marchés. Je pense notamment à tout ce qui est lié au rail de manière générale, les systèmes embarqués, etc. On a des sociétés ici dans la région qui sont extrêmement fortes là-dessus. On a la question aussi du lien avec l'Agence européenne du médicament aussi, sociétés aussi qui sont très fortement positionnées sur tout ce qui concerne aussi le digital. J'y reviens là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui fait partie du Single Digital Market au niveau européen, qui a aussi une volonté de mieux articuler ce territoire avec notamment la question de l'éducation. Je pense notamment à l'Eurométropolitan Campus, qui forme les métiers de demain aussi sur la cybersécurité, dont notamment ici Red System, qui est extrêmement actif sur ces questions-là et qui forme aussi bien du public, l'administration communale de tournée, des personnes qui travaillent ont été formées la sécurisation de leur boîte mail, ça commence par là, jusqu'à les sociétés privées. Donc voilà, donc je trouve qu'on est dans une région qui... on ne doit pas rougir, mais le problème c'est que culturellement, on n'arrive pas à avoir cette capacité de mieux se vendre, quoi. Et c'est vrai que l'Eurométropole est hyper intéressante parce que culturellement, on a à apprendre de cette capacité de pouvoir se mettre en avant, d'être fier de ce que l'on fait, et d'arrêter de dire que ça va mal, etc. Donc moi, je suis, on va dire, un optimiste par nature,
mais un optimiste aussi raisonné et qui est pragmatique. Et donc, typiquement, je ne vais pas t'enjoliver aussi le fait que tout va bien dans cette eurométropole et que tout est merveilleux, mais je pense qu'on a un atout et que l'atout se base principalement dans le fait d'être en capacité de chasser en meute. Peut-être que ça fait très agressif, ce que je te dis, mais le monde est très concurrentiel. Tout à fait. L'Europe est concurrentielle, mais cette concurrence doit nous permettre de nous stimuler. Et soit on regarde passer les balles au-dessus de nous, je pense notamment sur la question des GAFAM, etc., qui tranquillement gèrent le RGPD, etc., ou soit on se positionne sur le marché, on va chercher. Et je pense que là, il faut faut saisir les opportunités du marché, pas les subir, c'est comme je disais tout à l'heure. L'Europe, soit on la vit, soit on l'investit, soit on la subit. Moi, j'ai en tout cas envie, en tant que directeur de cette agence, de ne pas la subir et d'être un peu plus, on va dire, sur la pelle, sur les financements publics et de pouvoir aider les écosystèmes. Le but aussi du podcast, c'est d'avoir un avis sur l'entrepreneuriat des différentes personnalités politiques. Ouais. Allez, toi, quelle serait, on va dire, ta revendication, mais quel serait le petit coup de pouce que tu attendrais des élections pour l'entrepreneuriat et voilà, pour optimiser un petit peu cette envie d'entreprendre ou la sphère économique? En fait, moi j'ai peut-être deux réflexions par rapport à ça, tout en sachant que je ne suis pas entrepreneur, donc je ne vis pas les difficultés que peut vivre l'entrepreneur, ou je ne suis pas non plus, j'en discutais encore et pas plus tard qu'il y a de ça quelques semaines avec un ami qui est start-upper, pour lequel il y a une espèce d'angélisme, ou en tout cas qu'on met sur un peu... Justement avec les échanges que tu as, qu'est-ce que tu entends? Mais moi en tout cas, tu vois? Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait davantage d'aides qui soient octroyées à l'entrepreneuriat, cette capacité à se lancer. Ça pour moi c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire de pouvoir donner des aides publiques, ou en tout cas de pouvoir garantir le fait de pouvoir aussi se cracher. Je tends beaucoup d'entrepreneurs qui apprennent de leurs erreurs. On sait, et tu sais bien mieux que moi, que c'est compliqué de se lancer en tant qu'entrepreneur aussi. Moi je pense qu'on doit pouvoir donner la capacité de pouvoir apprendre de ses erreurs. Et bien évidemment, tout le monde ne devient pas une licorne, comment dire, en 2 semaines. Tout le monde ne lève pas 7 millions d'euros après 3 semaines. Oui, c'est certaines startups qui peuvent se le permettre. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait davantage de soutien à l'entrepreneuriat pour justement porter et être en capacité de se dire, ok, je me suis cassé la figure, mais derrière, c'est pas pour autant que je ne peux pas encore bénéficier, en tout cas, de l'aide publique et de financement pour pouvoir... droit de deuxième chance. Droit de deuxième chance, et je pense notamment sur la question, de tout ce qui concerne les fonds qui sont octroyés aux startups aussi, donc des fonds, une accessibilité aux fonds qui soit peut-être beaucoup plus facile, qui sont moins administratifs. Alors je sais qu'on est dans une complexité et que l'administration est importante parce qu'il faut pouvoir réguler, vérifier, contrôler, mais je pense qu'à un certain moment, c'est très compliqué pour l'entrepreneur. Enfin, c'est moi ce qui me revient dans mes échanges sur la question des partenariats publics-privés, c'est que par moment, on passe plus de temps à justifier une demande d'aide, qu'elle soit publique ou privée, que de pouvoir véritablement la mettre en place. Et si le but du jeu d'aller chercher une aide, peu importe qu'elle soit privée ou publique, fait qu'elle t'impose de passer autant de temps, passer la moitié du temps à devoir la justifier et la moitié du temps pour développer ton business, enfin voilà. Ce serait plutôt simplifier alors simplifier comme un business angel de manière générale, et de pouvoir, en bénéficier, d'avoir un jury qui peut permettre. Alors ça existe, typiquement ça existe en Wallonie, ça existe en Flandre, ça existe en France. Parce que moi, le mot, c'est l'accessibilité et de pouvoir permettre de garantir davantage de moyens d'entrepreneuriat. La deuxième chose là-dessus, typiquement, je pense que l'entrepreneuriat est par moments méconnu aussi par le biais du public. Donc, c'est-à-dire qu'on pense à l'entrepreneuriat, si tu prends la question des plans de relance, et tu en as d'ailleurs échangé avec Thomas Dermine sur la question, puisqu'il a porté pour la Wallonie et pour le compte singulièrement aussi de la Belgique, le plan de relance et la négociation, qui est un fabuleux processus, puisque ça a été la capacité de pouvoir emprunter au niveau européen, dans le cadre de Next Generation EU, des financements aux entreprises. Mais je pense qu'à un certain moment, dans le retour sur investissement, on a tendance à favoriser peut-être des grosses sociétés qui ont cette capacité justement de pouvoir gérer le côté administratif. Et donc moi je pense qu'à un certain moment, là je m'adresse plutôt à pouvoir aider les très petites entreprises, les TPE, les PME, les petites moyennes entreprises,
et de pouvoir aussi directement permettre à ce que des startups soient vraiment scalables, et de travailler sur la scalabilité et le côté du retour sur investissement. Alors tout ça, bien évidemment, est beaucoup plus complexe que dans mes mots tels que je les présente, mais c'est travailler sur quoi? C'est travailler sur la question de l'incubation et de l'accompagnement. Donc pour moi, la travail sur l'accompagnement des entrepreneurs est pour moi vraiment essentiel. Pas juste, oui, je vais te faire un plan de communication, un site internet, tu sais, pour développer ton business. C'est bien plus complexe que ça. Comme moi, les retours que j'ai, et d'ailleurs je suis bien placé parce que j'ai ma moitié qui est entrepreneuse aussi, et quand je vois le travail au quotidien de pouvoir se vendre, de la gestion, de sa comptabilité, à la production même de sa valeur, sa valeur ajoutée, c'est un mouton à 5 pattes, quoi. Tout à fait. Et donc là, je pense qu'il faut avoir plus de structures, de coups entreprises qui permettent aussi ce développement. Et ça, c'est un de mes rêves, quoi. Et je pense que ce rêve, on peut le trouver justement dans le niveau de cette capacité à chasser en mode, donc cette capacité aussi à pouvoir aller chercher la plus-value que peut apporter le marché courtoisien et le marché lillois, et cette capacité de pouvoir aller chercher des financements au niveau de l'Union européenne. Ok. Bon, là, ça va clôturer un petit peu le côté Eurométropole qui aura quand même pris pas mal de temps, presque 50 minutes déjà. Mais tu as aussi une autre casquette qui est maître de conférence. Oui. Est-ce que tu sais nous expliquer un peu comment tu es rentré dans ce monde, on va dire, de la scolarité étudiante, on va dire, en tant que Écoute, conférence? c'était un pari en fait. C'est quand j'étais principalement donc, actif ici à la ville de Tournai, où j'ai eu l'opportunité avec la directrice à l'époque de pouvoir donner un cours à la Haute École Henri Gaud, de droit européen. HEH alors. À la HEH, donc France Bouvet, qui m'a donné, je la cite parce que j'en suis reconnaissant, parce que c'est elle qui m'a donné l'opportunité, le goût de pouvoir enseigner. Et le défi était personnel, puisque à l'époque, j'avais un peu du mal à m'exprimer en public. Et le challenge qui était mon challenge en développement personnel était de me dire, je veux vraiment me forcer à pouvoir enseigner ce que je maîtrise bien dans un microcosme, et de pouvoir l'enseigner à des personnes qui n'ont absolument aucune connaissance de ce qu'est le droit européen de manière générale. Tu sais, quand je sors des mots comme FEDER et FSE, on se demandait ce que c'était Interreg, c'est quoi? C'est des acronymes qui veulent rien dire, qui veulent tout et rien dire. Et donc je suis rentré là-dedans, donc j'ai fait quelques années à la Haute École Henri Gaud, principalement en droit européen, bac 1, bac 2, donc tu vois, vraiment initiation primo-votant, on va dire entre guillemets, notamment aux élections européennes. Et ensuite après, tout doucement, pas au culot. J'ai envoyé des CV, j'ai été... Ah ouais, donc tu as vraiment eu le goût. J'ai été de manière volontaire, toquer à la porte, de l'Université de Lille, qui est quand même une grosse maison. Ouais, tout à fait. J'ai eu la chance de faire un cours sur la coopération territoriale européenne, en français et en anglais. Puis après, je suis rentré à Sciences Po Lille parce que la proximité faisait que j'avais l'opportunité. Et j'avais écrit aussi un article scientifique sur la coopération territoriale européenne pour ceux et ceux qui s'intéressent aux éditions CRISP. Avec 2 collègues absolument géniaux de l'université donc à Mons. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer tout doucement dans le monde académique. Et en fait, et après Sciences Po Paris, bien évidemment, ça c'est cerise sur le gâteau, parce que c'est assez prestigieux. Et donc voilà. Mais par contre, il faut vraiment s'imaginer que de plus en plus, et ça c'est vraiment une chose aussi pour les entrepreneurs, s'ils ont le goût de transmettre et d'apprendre, parce qu'il n'y a pas que les masterclass que l'on voit sur Instagram, LinkedIn, ou qui sont tout aussi intéressantes. Mais je pense qu'aussi le monde académique s'ouvre de plus en plus au secteur privé et à l'entrepreneuriat, parce que ce qu'ils cherchent de plus en plus, c'est des gens qui ont les pieds sur terre et ils sont dans le faire, et pas juste dans le dire, dans le verbe. Et moi, ils sont venus me chercher tout simplement aussi à un certain moment, parce que j'ai une capacité de pouvoir leur expliquer comment ça se passait en négociation dans les financements européens. Et donc voilà, donc en fait je donne cours, mais j'explique un peu au quotidien ce que c'est la difficulté d'aller chercher des financements européens, quelles sont les bonnes portes, les bonnes opportunités d'être à la fois à cheval sur un territoire, les difficultés aussi liées aux 3 cultures, parce que quand on négocie à 3 cultures, je peux vous assurer que c'est compliqué aussi, et tout simplement la question du management, puisque j'ai en tout cas depuis 7 ans à la charge de gérer une équipe, avec un fonctionnement complètement horizontalisé, c'est très à la mode, mais ça fonctionne. Donc voilà, il faut le dire aussi, avec des processus qui sont peut-être un peu hors extraordinaire comparativement des grosses des sociétés classiques, on va dire, parce que j'ai la chance en tout cas de pouvoir développer ça avec mon équipe. Et à côté de ça, j'ai eu aussi l'occasion de pouvoir gérer une gestion équipe de projet. Et donc là,
quand j'étais à la ville de Tournai, c'était être avec l'intercommunalité, avec le secteur privé, public et tous les corps de la société civile pour déposer un projet. Donc ça, c'était aussi un fameux change. Et qu'est-ce qui t'anime justement de donner cours justement à ces étudiants de Sciences Po Ce qui m'anime, c'est la transmission. Transmission, ouais. Pas juste pour dire voilà, je donne cours à Sciences Po, même si c'est très valorisant. En fait, je m'en fous, concrètement. Ce qui, moi, m'anime, c'est de pouvoir échanger. Et en fait, c'est la transmission échange. Okay. Donc ici, dans mon cours ici que je viens de clôturer, j'ai animé un cours de 18 heures sur la simulation au Parlement européen. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé des commissions parlementaires et des séances plénières et avec 200 étudiants. Et donc, c'est-à-dire que 200 étudiants qui ont pris leur casquette de députés européens, ou de commissaires européens, ou de journalistes, ou de lobbyistes, et qui se sont mis dans la peau d'eux. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce jeu de rôle, c'est l'échange qui est absolument génial. Parce qu'à certains moments, on est tellement dans un monde qui va vite qu'on ne prend pas le temps de forcément écouter la jeunesse. Et donc, moi, ce qui m'anime, c'est la jeunesse aussi. Alors, ça fait un peu vieux con, que je dis, excusez-moi de la vulgarité, mais cette expression-là, c'est pas ça, en fait, le but du jeu. Le but du jeu, c'est de construire et d'avoir un espace d'échange. Et moi, je n'ai pas pour prétention de comprendre les jeunesses, parce que je ne considère pas que la jeunesse n'est pas monolithique, elle est composite et elle est diversifiée. Mais c'est surtout que, pour moi, ce sont des moments privilégiés d'échange direct. Pas besoin d'être OK avec ma vision fédéraliste de l'Union européenne, parce qu'on l'a bien compris dans l'échange. Je suis effectivement passionné par la question européenne. Ouais. Être passionné peut-être aussi veut dire être critique à certains égards de l'Union européenne, et c'est très clair. Il faut être critique à son égard parce qu'elle n'est pas parfaite. Loin de là, singulièrement aussi sur sa manière dont elle gère la question des échanges commerciaux, singulièrement. Mais surtout actuellement et dans ce contexte un peu instable, parce que l'Union européenne s'est créée dans la paix et c'est pas créée dans les crises, et ici elle est un peu comment dire, elle doit un peu faire ses maladies de jeunesse entre guillemets. Mais si je reviens sur la transmission avec les étudiants, moi je pense que les étudiants, oui, fatalement c'est les étudiants de demain, mais en fait tu te rends bien compte que si tu n'enseignes pas la manière dont le monde fonctionne et dont le système européen fonctionne, comment veux-tu leur donner les bonnes armes pour pouvoir aller voter le 9 juin prochain? Comment veux-tu? Ça veut dire, c'est comme si je te demandais de conduire ma voiture alors que tu n'as pas ton permis de conduire. C'est exactement aussi simplement que ça. C'est comme si je te demandais de construire un mur alors que tu n'as pas une dimension, tu n'as pas fait un apprentissage en maçonnerie. Ouais. Ça n'a aucun sens. Donc moi, mon but, c'est d'essayer d'éclairer un tout petit peu avec mon humilité et à ma petite expérience, parce que pas président d'un pays, mais de leur dire, ok, moi, la vision de ce que j'entrevois, c'est comme ça que ça se passe. Et de leur donner goût. Et je suis très content parce que les retours sont assez positifs. Ils ne sont pas tous positifs, ils sont assez positifs, parce que comme je ne suis pas un académicien pur jus, comme je suis sur le terrain, par moments, ça déconcerte un peu certains étudiants qui aiment bien avoir un cours très académique. Moi, je ne suis pas du tout de ces rails-là. Moi, j'essaie d'enseigner, de dire quels sont les débouchés aussi. Et je suis très heureux parce qu'il y a des personnes qui ont suivi mon parcours de travailler dans la politique des financements européens, parce que j'ai réussi à leur faire prendre goût à cette politique de cohésion, et dont on a remercié encore il y a de ça quelques semaines Jacques Delors, qui était le père, président de la Commission européenne et père de la politique de cohésion. Et en fait, cette politique de cohésion elle est hyper intéressante, parce que c'est vraiment le carrefour entre le public et le privé, pour revenir un peu à ton podcast et à l'entrepreneuriat. Et que derrière, quand tu vois l'évolution de la politique de cohésion, parce qu'on pense tout généralement que c'est que du Fonds social européen, c'est que du social et de la solidarité, non. En fait, à partir des années 92, avec le traité de Lisbonne, Maastricht, et ensuite après Lisbonne, en fait, la croissance et l'emploi a été au cœur de la politique de cohésion, et on en bénéficie encore aujourd'hui. Ok. Pour terminer le podcast, on va quand même parler du management et des aides, rechercher des fonds et des subsides. Très brièvement, un entrepreneur, tu l'as expliqué notamment que tu le vois sur quotidien avec ta compagne, c'est un peu multitâche. Parfois, tu es entrepreneur, parfois tu as fait des études d'ingénieur de gestion, tu as une idée de la gestion industrielle par exemple, tu as une idée de faire ça, parfois tu n'as pas fait d'études en tel quel, et tu dois par exemple manager une équipe. Quel serait
allez, un conseil pour un jeune qui débute, que ce soit entrepreneur ou même voilà, qui arrive à une position de management. Allez, quel serait un premier conseil pour bien manager une équipe quand tu débutes? Moi, pour moi, c'est l'observation du dialogue. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans mes mots? Ouais, C'est de favoriser justement l'échange ok. et d'éviter d'avoir ces barrières que tu peux avoir au sein d'une entreprise. Par exemple, moi, comme je disais, je manage une équipe de 10 personnes. C'est 10 personnalités complètement différentes. Mhm. C'est 10 personnalités qui sont extrêmement riches si on les connecte, mais qui peuvent être extrêmement destructrices si on les déconnecte entre elles pour le bien commun de l'Euro Métropole. Donc, ce que je veux dire en termes de management, c'est qu'il faut connecter, en fait, les collaborateurs ou les collaboratrices de son équipe sur un bien. Ça, c'est une première chose. Et ce qui, moi, est vraiment important en tant que manager, je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment la question de l'écoute. L'écoute et de savoir échanger. Alors tu me diras, oui, c'est facile pour moi, j'ai que 10 salariés à écouter, donc je sais prendre le temps durant une semaine à pouvoir passer un peu de temps avec mes 10 salariés. Mais en fait, ce qui doit être vraiment mis en place, c'est une relation de confiance. Et donc la question du management, à mon sens, c'est la question de confiance. Ok. On est dans un monde où, post-Covid, on fait du télétravail. On travaille de plus en plus à distance. Oui. C'est des enjeux sur lesquels on sent que certains chefs d'entreprise ne sont pas forcément tous à l'aise avec ça parce qu'ils ne sont pas en parfaite maîtrise de l'emploi du temps de leurs collaborateurs ou collaboratrices. Ça, il faut vraiment laisser de côté parce que le monde actuellement fait que l'échange, Bien sûr. on est hyper méga connecté et que honnêtement, moi on aurait pu faire cette En visio. interview en visio Tout ou à fait. à deux en short sur une plage à Hawaï, quoi. C'est sûr. On aurait eu les mêmes échanges, aussi, comment dire, on aurait atteint tes objectifs, dans le cas de ton podcast, mais sauf que les décorums auraient changé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de se tenir à la forme et il faut plutôt travailler le fond. Donc moi, j'ai pas de souci à avoir, comment dire, des personnes qui sont en télétravail, mais qui atteignent les tâches. Ouais. Ça, c'est plutôt, comment dire, mon apprentissage que j'ai appris en cabinet ministériel, c'est-à-dire que grosso modo, ce qui compte, c'est le résultat et la tâche à laquelle tu mets de l'importance et de la valeur. Donc c'est ça. Et donc c'est une question de valeur aussi. Ce que je veux revenir là-dessus sur la question du management, ce qui arrive fréquemment, c'est qu'il y a une perte de sens par rapport à la valeur de l'entreprise et autres. Je le dis pas, je le dis parce que moi je suis passé aussi par ce biais-là quand je suis arrivé à l'Eurométropole. Une espèce de crise existentielle, crisette du rôle, de ce que tu posais comme tout à l'heure. Est-ce que ça a vraiment du sens? C'est quand l'Eurométropole, etc. Et autres. Bien évidemment, tout ça est légitime. Mais bien évidemment, moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas pris pour moi personnellement. Donc la question de l'ego dans le management, je pense, doit forcément être mis un peu de côté. Il faut un peu d'ego. Parce qu'il faut être un peu fier de ce que l'on fait et être motivé par rapport à ce qu'on fait et pas se laisser démonter à la première remarque et autres, parce qu'il faut tenir tête, qu'il faut de l'ego. Mais un ego bien placé, notamment dans la gestion de son équipe. Et donc, ne pas prendre pour soi toujours toutes les remarques et être en capacité d'écoute. Enfin, tu vois, on est une petite équipe, donc on a cette capacité de pouvoir s'écouter, de pouvoir échanger librement. J'étais encore hier en réunion d'équipe et on se rend compte qu'on est en capacité et on a la maturité de pouvoir se dire franchement les choses telles qu'elles ne vont pas. Alors certains vont prendre ça comme étant un conflit, comme étant une attaque personnelle. En fait, le cadre posé par le manager fait qu'il y a tellement comment dire, un cadre pour pouvoir s'écouter. Et je ne te parle pas des concepts de bienveillance, etc., qui sont pour moi un peu aussi galvanisés. Et on ne vit pas dans un monde de bisounours. Je ne suis pas shooté au centre bisounours, hein, je te rassure. Mais il y a un cadre. Ouais. Et ce cadre d'échange, pour moi, doit être dans l'expression et dans l'écoute. C'est-à-dire éviter de se couper. Entendre la parole de l'autre. Et après, le manager, qu'est-ce qu'il doit faire? Avec toutes ces visions-là, il doit trancher. Et il doit essayer d'avoir un cap. Et pour moi, ça, c'est le capitaine d'un bateau. Et sous une autre forme d'image, toujours capitaine d'un bateau, si tu veux atteindre ton point A à B, certaines personnes vont essayer de l'atteindre de manière droite, mais quand tu es en mer, il faut tirer des bords. Et il faut jouer avec les forces du vent et donc avec les forces de ton équipe. Et donc moi, je ne vais pas aller où il y a de la tension, mais je vais essayer de contourner la tension et essayer que cette tension soit bénéfique pour tirer un bord. Bien évidemment, ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que bien évidemment, la gestion RH n'est pas quelque chose d'évident parce que quand tu gères du RH, ce n'est pas question du télétravail, c'est la question des vies.
de la vie d'une équipe aussi, hein. Des gens qui sont souffrants, qu'il faut pouvoir aussi, comment dire, compenser, des gens en télétravail, une pression aussi qui s'exerce par le biais aussi d'atteinte de résultats. Ça fait partie comment dire, de la gestion. Donc le management, pour moi, doit être, en mon sens, pas humain au sens hébété, humain, voilà, mais doit être plutôt dans une écoute, une empathie qui est tournée vers le projet et aussi vers la personne. Donc c'est un équilibre. Ok. Et donc mon conseil, ce serait de trouver un équilibre, justement, dans la manière de manager. Super intéressant. Pour clôturer, les subsides. Ouais. Et je pense que c'est quand même assez important et que tu pourrais donner de chouettes conseils. Ben voilà, hein, comment chercher des subsides. Tu as parlé notamment du fonds FEDER. Comment un entrepreneur, que ce soit jeune ou moins jeune, peut. Voilà, tes conseils pour aller chercher des subsides et où aller chercher, quels subsides on peut avoir, en tout cas en tant que, Voilà. Donc, que habitant de l'Eurométropole. bah alors, pour la première chose à faire dans les subsides, c'est toujours de se poser la question de faire une sorte de cadastre et de savoir exactement ce que tu souhaites financer. Si tu prends un bâtiment et que tu dois refaire par exemple la performance énergétique du bâtiment, ben, ce seront par exemple des financements publics UREBA ou privés, donc c'est-à-dire que ce sont des financements exceptionnels qui te permettent c'est un peu technique ce que je dis, mais ce sont des financements qui sont octroyés par la région wallonne et qui te permettent de rénover une enveloppe énergétique. Si tu veux financer par exemple du personnel en tant que tel, ben, tu as ce qu'on appelle les plans première embauche. Tu as certains qu'on appelle notamment Mirabel, les plans Mirabel, le plan Marshall, tout ce qui tourne. Je ne vais pas aller rentrer dans la technicité parce que ce n'est pas le but du jeu, mais tu as effectivement une capacité à chercher des financements au niveau wallon. Si tu veux trouver une aide, tu es un petit entrepreneur, je dis un petit entrepreneur, ça n'a rien de péjoratif, mais commences une petite activité en centre-ville en tant que commerçant, qui peut être très lucrative, tu peux aller chercher des financements près de la ville, notamment dans le cadre Créacom, etc. Donc tu vois, tu dois savoir quelle est la nature et quelle est véritablement la nature de ton financement et ce que tu peux en tirer. Mais pour ça, il faut vraiment être bien informé. Oui, il faut être informé. Est-ce que tu penses vraiment, enfin, moi, en tant que vraiment de manière objective, j'ai pas vraiment l'impression que quand je parle avec des personnes qui sont informées. Moi, je suis administrateur de tournée ASBL Tournée Centre-Ville, et parfois je peux remarquer que il y a cette information qui n'est pas, alors que je le vois qu'il y a par exemple Créacom, que ça existe. Ouais, alors il y a. Quel est ton avis là-dessus? En fait, mon avis est que il y a de l'argent à aller chercher, mais il y a une communication qui est insuffisante et il y a très peu de personnes qui maîtrisent ça. Ok. Je dis parce que je maîtrise quelque peu les quelques financements européens et autres qui sont présents dans notre région. Mais ce qui manque en fait, ce sont des sources et des sites ressources. Alors tu as ça au niveau de la région wallonne, hein. Tu tapes subsides Wallonie, tu as mais après, comme je dis toujours, tu peux identifier les financements, mais derrière, il faut bien te rendre compte dans quelles règles du jeu tu vas commencer à jouer. Et donc, si tu joues sur les financements européens, mais tu te rends compte que tout n'est pas forcément financé lorsque tu es un organisme privé. Par contre, si tu vas chercher des financements dans le cadre européen directement lâchés par la Commission européenne, je ne vais pas rentrer dans la technicité, c'est ce qu'on appelle Horizon Europe. Là, tu peux aller chercher des financements en tant qu'entité privée. Et ça, c'est ce qui fait un peu défaut, c'est qu'il n'y a pas d'information qui soit centralisée. Oui, tu as des portails au niveau européen qui te permettent d'identifier les financements, mais comme les financements européens sont aussi gérés par des entités régionales, il y a une spécificité régionale qui rentre aussi en considération, et chaque couche de gouvernance rajoute des financements. Donc, en deux mots, te dire que oui, c'est possible d'aller chercher des financements quand on est entrepreneur privé. Et pour moi, les premières personnes vers qui se retourner, c'est la région, c'est les guichets en Wallonie et les guichets au niveau européen. Est-ce que c'est directement pertinent ou est-ce que c'est directement efficient de prendre du temps et de l'énergie pour aller chercher des financements?
Je te répondrai, ça dépend de ta capacité à passer du temps, mais il existe des personnes qui peuvent aider et je pense qu'à un certain moment, c'est de pouvoir se confier sur des institutions publiques qui sont en mission et qui ont pour obligation de donner ces informations-là ou d'externaliser ça dans le cadre d'une boîte qui pourrait t'aider à faire ça. Est-ce que l'Eurométropole a un rôle à jouer dans... Alors l'Eurométropole, elle a ce rôle de faire de la veille de subsides, effectivement. Okay. Donc on a une capacité de pouvoir identifier quels sont les financements, quelles sont les règles du jeu, quels sont les personnels, les personnes qui peuvent en bénéficier. Et donc moi, en tant qu'entrepreneur, je peux venir à l'Eurométropole en disant, ben voilà, je cherche... voilà mon projet, est-ce que je peux avoir des subsides ou pas? Absolument, donc on ne va pas te faire du montage de projet, donc on ne va pas rentrer dans la phase d'ingénierie de projet, on va dans la phase de communication, d'identification avec toi, comme on l'a déjà fait pour d'autres entreprises, et ensuite après, dans le montage de projet, on pourra t'orienter vers les personnes qui sont ta doc, pour pouvoir si tu n'as pas les compétences en interne, de pouvoir monter ton dossier. Comme je dis toujours, tu as l'identification des poches de financement. 2, tu as en mode projet, gestion d'une équipe projet. Et n'oublie pas qu'après, quand tu bénéficies des financements, tu dois pouvoir aussi gérer le côté administratif et opérationnel. Et donc, c'est 3 stades dans la gestion de projet qui sont pour moi importants. Et ce sont 3 stades et 3 métiers différents aussi, même si il existe effectivement des personnes qui ont la maîtrise des 3. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et donc, moi, en tant qu'entrepreneur, je viens à l'Eurométropole avec justement cette problématique. Est-ce que ça me coûte de l'argent? Non, parce que nous, on n'a pas de capacité à réclamer, si tu veux, moyennant un conseil, je ne vais pas te rémunérer, enfin, tu ne vas pas me rémunérer pour le bien d'un conseil. On est une instance publique qui doit offrir ce type de service. Donc, on l'offre effectivement principalement aux communes. Il y a beaucoup de communes qui nous contactent en disant est-ce qu'il y a des poches de financement? Est-ce qu'il y a une information? On leur donne. L'entrepreneuriat privé, c'est un peu plus anecdotique. Parce que je pense qu'on n'est pas forcément bien identifié pour l'entrepreneuriat privé. Oui, donc là, tu es plutôt dédié au public, alors si je comprends bien. Oui, mais par contre, on a cette capacité de pouvoir aussi vous orienter, parce que si demain tu me dis, oui, comment je peux avoir un plan de première embauche, etc., il existe des financements au niveau wallon, cité wallon, ou du côté français, pour lequel tu peux chercher des financements. Et là, je peux venir te voir. Et là, tu peux venir me voir, mais je te connecterai avec la personne, ad hoc, etc. Parce que j'ai conscience aussi que derrière, ce que tu dois avoir, c'est un suivi aussi pour monter ton projet. Donc on a cette capacité-là et on a en tout cas cette volonté-là aussi qui est parfaitement affirmée au sein de l'Eurométropole. Et donc ça c'est welcome, et vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. J'ai aussi une équipe qui est tout à fait en capacité de pouvoir répondre à ce type de questions. Parfait, je pense qu'on peut clôturer ce podcast avec cette invitation. Merci beaucoup Loïc pour cet échange. Voilà, 1h15, presque 1h15. Très enrichissant, j'espère que les auditeurs et les auditrices on l'a trouvé aussi. Ça clôture justement cette belle semaine qui était assez intense avec un podcast par jour. J'espère que vous avez apprécié les différents échanges. Et encore merci d'être bravo pour l'initiative. Voilà, merci beaucoup. Et plein de succès et à bientôt. À bientôt.